Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire avec Madésie. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci beaucoup. Installez-vous confortablement, l'histoire va commencer. La salle d'attente de Meridian Enterprises vibrait d'une tension palpable. Des dizaines de candidats tirés à quatre épingles serraient leurs dossiers, ajustant leurs cravates ou lissant leurs jupes, en attendant leur chance d'impressionner les dirigeants de haut vol. Au milieu de cet océan d'adultes, une petite silhouette se glissa à travers les portes vitrées automatiques, presque avalée par le vaste hall d'entrée. Emma Harrison, 7 ans, entra, portant les escarpins noirs de sa mère, bien trop grands pour elle, un petit pull rose sur une robe bleu marine délavée, et serrant une enveloppe blanche contenant le CV de Rebecca Harrison. Les têtes se tournèrent. La réceptionniste, une femme nommée Janice, cligna des yeux à 2 reprises avant de se pencher par-dessus son bureau de marbre. « Ma puce, tu es perdue » demanda-t-elle gentiment. Les yeux d'Emma, grands et hésitants, rencontrèrent les siens. « Je ne suis pas perdue, dit-elle. Je suis ici pour l'entretien de 9 heures, pour le poste de responsable logistique. » Le silence se fit dans le hall. Un homme en costume ricana. « C'est une sorte de blague, marmonna-t-il. » Janice se pencha en avant, baissant la voix. « Tu veux dire que c'est ta maman qui postule ?» Emma serra l'enveloppe plus fort, sa voix vacillant, mais restant ferme. « Ma maman est malade. Elle ne pouvait pas venir, mais je peux vous dire à quel point elle est douée. S'il vous plaît, laissez-moi juste parler à quelqu'un. » Son innocence n'amusait personne. Elle les dérangeait. Une femme assise à proximité se pencha et murmura « Ce n'est pas normal. » « Où est son tuteur ?» Janice s'excusa et appuya sur une ligne interne, composant le numéro de l'étage supérieur. Emma resta immobile, son petit corps tremblant légèrement, mais sa prise sur le CV ne faiblit jamais. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda à nouveau Janice en attendant. « Emma. »« Emma Harrison. » Derrière elle, les adultes en costume reprirent leur murmure, certains amusés, d'autres irrités. Mais Emma resta debout près de la réception, les yeux fixés sur le couloir devant elle. Elle ne savait pas comment fonctionnaient les entretiens, mais elle savait comment se battre pour sa mère. Alexander Reynolds se pencha en arrière dans son fauteuil, sirotant à peine le café noir devenu tiède. Son bureau, encadré de baies vitrées, lui offrait une vue sur la ville, une vue qui l'apaisait habituellement. Pas aujourd'hui. Sa matinée était remplie de réunions et d'entretiens qui ne l'intéressaient guère, mais alors qu'il se préparait pour le prochain candidat, son interphone sonna. Clara, son assistante, parla doucement. « Monsieur, il y a une situation dans le hall. La sécurité a appelé. Une enfant insiste pour dire qu'elle est ici pour un entretien. » Alexander haussa un sourcil. « Une enfant » répéta-t-il sèchement. Clara hésita. Elle demande à parler à quelqu'un des RH au sujet de la candidature de sa mère. Avec un soupir, Alexander se leva, l'irritation bouillonnant sous son apparence calme. Très bien, je m'en occupe personnellement. Le trajet en ascenseur fut rapide, et lorsqu'il entra dans le hall, le murmure des voix s'éteignit. La présence d'Alexander imposait toujours le silence. Il repéra la fille instantanément, petite, nerveuse, se tenant droite comme une feuille dans la tempête. Il s'approcha lentement, la voix contrôlée. « C'est donc vous qui causez toute cette confusion. » Emma se tourna et leva les yeux vers le grand homme en costume gris taillé sur mesure, ses petites mains serrant toujours l'enveloppe. « C'est vous le patron ?» demanda-t-elle doucement. Il cligna des yeux, surpris par sa franchise. « Oui » répondit-il. Elle prit une profonde inspiration, sa lèvre tremblant, mais sa voix resta stable. « Ma maman, elle est censée être là. Elle est intelligente. Elle est meilleure que n'importe qui. Mais elle est à l'hôpital. Je ne voulais pas qu'elle rate sa chance. » La pièce resta silencieuse. La mâchoire d'Alexander se contracta légèrement. L'irritation qu'il avait fait descendre était maintenant remplacée par autre chose. Un malaise. Pas à cause de ses mots, mais à cause de ce qui s'agitait en lui. « Comment s'appelle votre mère ?» demanda-t-il. « Rebecca Harrison » répondit Emma. Il hocha lentement la tête, puis se tourna vers Janice. « Emmenez-la à la salle de pause. Donnez-lui quelque chose de chaud à boire. » Il regarda à nouveau Emma.
Vous avez fait valoir votre point de vue. Je m'occupe du reste. À l'intérieur de la petite salle de pause remplie de distributeurs automatiques et d'un micro-ondes vrombissant, Emma était assise sur une chaise haute, les pieds dans le vide, bien loin du sol. Une tasse de chocolat chaud fumait entre ses mains, intacte. Clara entra doucement, s'agenouillant à côté d'elle. « C'était courageux de ta part, dit-elle gentiment. Emma la regarda, son expression sérieuse au-delà de son âge. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Maman toussait toute la nuit et elle disait qu'elle avait raté l'entretien, mais je l'ai entendue pleurer quand elle pensait que je dormais. La gorge de Clara se serra. Emma plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une photographie. C'est elle. Elle travaillait pour de grandes entreprises avant. Puis les choses sont devenues difficiles. Clara prit la photo. Rebecca avait l'air fatiguée, mais bienveillante. Elle se tenait dans une pièce ensoleillée, tenant un presse-papier, son sourire las mais chaleureux. Clara se leva et sortit, ses doigts agrippant la photo alors qu'elle se dirigeait vers le bureau d'Alexander. Alexander était assis à son bureau, l'enveloppe maintenant ouverte devant lui. Clara entra et posa la photo à côté du CV. « Ce n'est pas seulement un nom sur un papier, dit-elle. Et cette enfant, elle n'est pas venue ici pour faire pitié. Elle est venue avec un objectif. » Alexander ne répondit pas pendant un moment. Il parcourut à nouveau le CV, logistique, 14 ans d'expérience, indicateur de performance solide, une interruption de carrière soudaine. « Où est-elle maintenant » demanda-t-il. « Hôpital Pinewood Général, admise la nuit dernière. »« Pneumonie » répondit Clara. Alexander expira. « Ce n'est pas la procédure » marmonna-t-il. Clara hocha la tête. « Qu'une enfant se présente dans votre immeuble et exige que sa mère soit vue non plus. » Il y eut un long silence avant qu'Alexander ne repousse le CV. « Découvrez à quel point son cas est sérieux. Je veux une confirmation. » Clara cligna des yeux. « Vous allez la voir ?» Il ne répondit pas directement. « Demandez à quelqu'un de contacter l'hôpital, discrètement. Je veux avoir des informations avant midi. » Et sur ce, Alexander se pencha à nouveau en arrière, regardant par la fenêtre, mais ses pensées étaient loin de la ligne d'horizon maintenant. Alexander était assis seul dans son bureau, le faible bourdonnement de la climatisation remplissant l'espace. Il fixait la tasse vide dans sa main, son amertume disparue depuis longtemps, tout comme son détachement. L'image d'Emma, debout dans cette robe trop grande et agrippant le CV de sa mère, s'était gravée dans ses pensées et il ne parvenait pas à s'en défaire. « Elle m'a regardé droit dans les yeux » marmonna-t-il à voix basse. Clara était retournée à son bureau, mais pas avant de lui avoir envoyé par email les premières mises à jour. Rebecca Harrison était bien à Pinewood Général, dans un état stable, mais toujours hospitalisée. Alexander ramena le CV devant lui. Aucun signal d'alarme, aucune fabulation, juste des interruptions. Il tapota un stylo contre le bureau, luttant pour décider si ce qu'il ressentait était de la curiosité professionnelle ou quelque chose de plus profond. Il ouvrit son ancien profil LinkedIn, inactif depuis des années, mais rempli d'éloges d'anciens collègues et de mentions de son leadership d'équipe. Quelque chose en elle faisait écho à la résilience, le genre de résilience qu'il avait depuis longtemps oublié dans son monde de feuilles de calcul et de bilan. Il aurait dû classer l'affaire. Il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Les histoires, les excuses, les récits larmoyants, cela ne l'avait jamais ému. Mais le visage d'Emma, ce courage inébranlable, rendait impossible de classer cela comme une énième ruse. Il approcha son doigt du dossier, supprimé, de son portail RH, prêt à y jeter son profil et à passer à autre chose. Mais son doigt s'arrêta. Et pour la première fois depuis des années, il n'appuya pas. À la place, il se pencha en arrière, fixant le plafond. « Qu'est-ce que tu fais, Alex » se demanda-t-il à voix haute. À l'extérieur de son bureau, Clara observait à travers la paroi de verre, l'expression illisible. Elle savait que quelque chose avait changé. Pas dans la politique, pas dans le protocole. Chez l'homme lui-même. Alexander Reynolds, connu pour écarter les émotions comme des trombones, avait hésité. Et parfois, une seule pause est le début d'une révolution. Cette nuit-là, le bureau était presque vide. La plupart des lumières étaient éteintes, à l'exception d'une seule lueur provenant de la suite d'angles d'Alexander. Il était assis, penché sur son bureau, sa veste de costume drapée sur une chaise, les manches à moitié retroussées. Il n'avait pas eu l'intention de rester tard,
mais quelque chose en lui refusait de passer à autre chose que le dossier maintenant ouvert devant lui. Rebecca Harrison. Il parcourut à nouveau les détails. Ancienne responsable logistique senior chez Vanguard Distribution, louée pour son innovation dans la restructuration de la chaîne d'approvisionnement. Ses rapports contenaient des expressions comme « génie des économies »,« leader axé sur l'équipe » et « mentalité orientée solution ». Puis, un vide. Une année complète, suivie d'un changement de carrière brutal vers des missions d'intérim, des postes administratifs bien en dessous de son niveau. Il fronça les sourcils. Il n'y avait aucune note de scandale, aucun licenciement. Juste une lente disparition. Il se massa la tempe. Que vous est-il arrivé, Madame Harrison, marmonna-t-il, cliquant sur d'anciens articles de presse archivés dans l'espoir de trouver un titre. Rien. Juste le silence. Alexander se rassit et regarda fixement la paroi de verre sombre, reflétant son image, la ville scintillant derrière elle. Dans son monde, les gens étaient souvent filtrés par des indicateurs, des diplômes, des années d'expérience, des relations. Mais quelque chose dans le parcours de Rebecca ne ressemblait pas à un abandon. Cela ressemblait à de la survie. Il ouvrit un dossier intitulé « Liste finale des candidats », planant un moment avant d'y faire glisser son dossier. Son ordinateur émit un léger carillon, confirmant le déplacement. « Monsieur », la voix de Clara sortit de l'interphone. « Vous êtes ici depuis presque 12 heures. Dois-je annuler vos réunions de demain matin ?» Il appuya sur le bouton. « Non, maintenez-les. » Puis il marqua une pause. « Mais décalez celle de 8h30 d'1 heure. Et appelez Pinewood Général. Demandez si Madame Harrison est toujours hospitalisée, et si elle est consciente. Ne mentionnez pas mon nom. » Il y eut un bref silence. Clara répondit doucement, « Compris. » Alors que la ligne se coupait, Alexander se pencha à nouveau en avant, cette fois non pas comme un PDG fixant un dossier, mais comme un homme cherchant une histoire entre les lignes, une histoire qui portait l'empreinte du courage. Les pas d'Alexander résonnaient dans le couloir de l'hôpital, l'odeur stérile de désinfectant l'enveloppant. Il ne portait pas de veste de costume aujourd'hui, juste une chemise impeccable et un pantalon, essayant de paraître moins imposant. Chambre 314. Il s'arrêta devant la porte, incertain. Il remettait rarement en question ses actions, mais cela semblait intime, humain. Lentement, il poussa la porte. Rebecca Harrison dormait, un tube à oxygène reposant doucement à son nez, son visage pâle mais paisible. L'infirmière entra juste derrière lui, surprise. « Monsieur, les heures de visite sont réservées à la famille, dit-elle, ferme mais polie. »« Je ne serai pas long, » répondit Alexander, son ton neutre, « je viens juste voir quelqu'un qui a fait une sacrée impression. » L'infirmière, nommée Suzanne d'après son badge, plissa les yeux, puis s'adoucit. « Elle est stable depuis ce matin. C'était juste la nuit dernière, une pneumonie sévère. Mais c'est une battante. » Alexander hocha la tête, s'approchant. Suzanne s'attarda, l'observant. « Vous êtes de son travail ?» demanda-t-elle. Alexander regarda Rebecca en silence avant de répondre. « Pas encore. » Suzanne pencha la tête. Cette petite fille, Emma, elle n'a pas quitté le chevet de sa mère depuis qu'elles sont arrivées. Elle n'a pas voulu manger avant que Rebecca n'ouvre les yeux. Alexander ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se dirigea vers le pied du lit et jeta un coup d'œil au presse-papier qui y était accroché, signes vitaux, médicaments, personne à contacter. « Mère célibataire ?» demanda-t-il. « Oui », confirma Suzanne. « Aucune autre famille n'est répertoriée. Elle a tout fait toute seule. » Alexander expira lentement, son expression illisible. « Elle ne devrait pas avoir à mendier pour avoir sa chance, » dit-il à voix basse. Suzanne, qui avait silencieusement jugé cet étranger, cligna des yeux. « Alors ne l'obligez pas à le faire, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, rencontra son regard et fit le plus léger des hochements de tête. Alors qu'il se tournait pour partir, Emma jeta un coup d'œil de derrière le. Sa petite voix brisant le silence. « Est-ce que ma maman va bien ?» Il s'accroupit pour se mettre à son niveau. « Elle est forte, » dit-il. « Tout comme quelqu'un que j'ai rencontré hier. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'une fierté tranquille. « Je vous l'avais dit » murmura-t-elle. Alexander lui offrit un bref sourire avant de s'éclipser, mais ses pensées restèrent derrière, mêlées à une femme qu'il n'avait pas encore rencontrée et à une enfant qui avait secoué son monde.
La lumière du soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant des lignes dorées sur le visage pâle de Rebecca alors qu'elle ouvrait lentement les yeux. Sa gorge était sèche, son corps endolori, mais elle était en vie. Emma dormait à côté d'elle, recroquevillée sur une chaise droite avec une couverture froissée drapée sur ses épaules. Un léger carillon retentit du téléphone sur la table de nuit. Rebecca tendit faiblement la main, ses doigts tâtonnant jusqu'à ce qu'elle appuie sur l'écran. Un message vocal. Elle le lança et une voix masculine calme filtra à travers le haut-parleur. Madame Harrison, ici Clara de Meridian Enterprises. Nous aimerions reprogrammer votre entretien dès que vous serez disponible. Veuillez nous rappeler lorsque vous le pourrez. Rebecca se figea. Meridian. Son cœur s'emballa. Elle secoua doucement Emma pour la réveiller. Ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Emma se redressa groggy, se frottant les yeux. J'ai juste aidé maman. Tu allais le rater. Des larmes montèrent aux yeux de Rebecca alors qu'elle serrait sa fille contre elle. Tu y es allée seule, murmura-t-elle. Ils t'ont écouté. Emma hocha lentement la tête, sa voix douce. Je leur ai dit à quel point tu es formidable. Rebecca enfouit son visage dans les cheveux d'Emma, submergée par un mélange de peur, d'amour et d'incrédulité. On frappa à la porte. L'infirmière Suzanne entra, souriant d'un air entendu. On dirait que le monde vous rattrape enfin, Madame Harrison. Rebecca rit doucement, essuyant ses yeux. Je crois que je viens d'avoir une seconde chance. Je ne le comprends pas, mais je ne la gâcherai pas. Elle attrapa à nouveau le téléphone et rappela, sa voix toujours rauque mais posée. Bonjour, ici Rebecca Harrison. Je serais honoré de venir. J'ai juste besoin de quelques jours pour me remettre sur pied. La voix de Clara à l'autre bout du fil était chaleureuse. Prenez. Alors que l'appel se terminait, Rebecca regarda par la fenêtre, les lourds nuages des difficultés commençant enfin à se dissiper. Elle ne savait pas comment ce miracle s'était produit, mais elle savait que le courage de sa fille avait tout changé. Le matin où Rebecca sortit de l'hôpital, le monde semblait plus bruyant, plus lumineux et en quelque sorte inconnu. La raideur dans ses articulations persistait encore, et le bracelet de l'hôpital était le seul rappel physique de ce à quoi elle venait de survivre. Mais émotionnellement, quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle sentait la braise de la possibilité vaciller à nouveau. Emma, marchant à côté d'elle avec un petit sac à dos et un carnet rempli de dessins au crayon, leva les yeux vers elle avec des yeux pétillants. « Tu crois qu'ils vont t'aimer, maman ?» Rebecca s'arrêta, s'accroupissant pour lasser la chaussure de l'enfant, sa voix calme. Emma plongea la main dans son sac et lui tendit un mot. « Alors prends ça, je l'ai fait pour toi. » C'était un dessin en bâton de Rebecca se tenant droite devant un grand bâtiment avec une pancarte, le nouveau travail. Cet après-midi-là, à la maison, Rebecca se tenait devant le miroir, ajustant le col de la blouse qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Son corps était plus mince maintenant, et la blouse était un peu trop ample aux épaules, mais cela ferait l'affaire. Emma était assise sur le lit et la regardait. « Tu ressembles à une super-héroïne, dit-elle avec une admiration tranquille. Rebecca se tourna en riant. Les super-héroïnes ne sont pas aussi nerveuses. Alors que Rebecca attrapait le CV, maintenant révisé, imprimé et soigneusement rangé dans un nouveau dossier, elle regarda sa fille. Alors qu'elle sortait, la salle de conférence, nous allons commencer par quelques questions sur votre expérience en logistique, commença Gordon, sa voix sèche. Rebecca répondit avec clarté, exposant son projet passé chez Grafton Distribution et comment son modèle d'inventaire restructuré avait réduit les marges de perte de 23%. Anthony leva les yeux. Ce modèle n'a-t-il pas été adapté dans plusieurs succursales régionales? Rebecca hocha la tête. Il le fut, bien que ce fût un effort d'équipe. Mon rôle était de concevoir le flux de travail interdépartemental pour le rendre évolutif. Clara nota quelque chose, les yeux pensifs, mais Gordon resta impassible. Après près de 30 minutes de discussion technique, le ton changea. Il y a une interruption notable dans votre parcours professionnel, dit Gordon d'un ton sec, la regardant enfin dans les yeux. Voudriez-vous expliquer cela? Rebecca prit une inspiration silencieuse. Certainement. Ma fille a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune qui nécessitait des soins prolongés. J'ai choisi d'être présente pour elle, m'éloignant temporairement du monde de l'entreprise. Une fois qu'elle s'est stabilisée, je suis revenu sur le marché du travail par le biais de postes administratifs pour conserver une certaine flexibilité.
Il y eut un bref silence. Clara jeta un coup d'œil à Gordon comme pour le défier de parler. Anthony semblait impressionné, mais essayait de le cacher. Gordon tapota son stylo sur la table. Certains pourraient dire que cela montre un manque de fiabilité à long terme. Rebecca ne broncha pas, certains le pourraient, mais je dirais que la capacité à prioriser et à revenir avec du recul renforce à la fois le leadership et la loyauté. J'ai appris à travailler sous pression, à négocier avec les systèmes médicaux et à gérer mon temps avec l'efficacité d'un cadre supérieur du Fortune 5 Cents, tout en élevant seul un enfant. Clara sourit légèrement. Gordon ne dit rien. L'air était lourd de tension, mais Rebecca était assise bien droite, ses doigts reposant calmement sur le dossier devant elle. Elle n'avait rien à cacher. Pour une fois, c'était sa plus grande force. Après que le panel se soit excusé, Rebecca resta assise, ne sachant pas si elle devait expirer ou se préparer pour un autre round. Elle commença à rassembler ses documents lorsque la porte vitrée s'ouvrit à nouveau. Alexander Reynolds entra, seul cette fois. Pas de blazer, les manches retroussées, et un regard indéchiffrable sur le visage. Il se dirigea vers le bout de la table et s'assit en face d'elle, non pas avec l'air d'un PDG interrogeant une candidate, mais de quelqu'un essayant de comprendre un être humain. Je voulais vous demander quelque chose directement, commença-t-il en se penchant en avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps? Et pourquoi Méridian? Rebecca n'hésita pas, parce que je suis prête, et parce que cette entreprise place la barre très haut en matière d'excellence logistique. J'ai étudié vos indicateurs de performance des 5 dernières années. J'ai vu une marge de progression. J'ai vu des problèmes que je sais résoudre. Mais surtout, parce que je veux que ma fille voie ce que c'est que de se battre à nouveau pour quelque chose. L'expression d'Alexander ne s'adoucit pas, mais ses yeux sillèrent. Vous savez, les gens n'entrent pas ici en parlant comme ça. Ils citent des pourcentages. Des mots à la mode, des indicateurs de performance clés, mais pas de cœur. Rebecca hocha lentement la tête. Je parlais comme ça avant, moi aussi. Puis la vie a tout réduit à l'essentiel. Il y eut une longue pause. Alexander tapota légèrement ses doigts contre le bord de la table. Vous êtes différente, Madame Harrison, dit-il enfin. La plupart des gens passent des années à essayer de simuler la conviction. La vôtre entre dans la pièce avant vous. Rebecca sourit, absorbant tranquillement le moment. J'apprécie vos mots, mais si je suis honnête, je ne cherche ni pitié ni faveur. Je cherche un endroit où mon travail peut à nouveau compter, où je ne suis pas écarté avant même d'avoir commencé. Alexander se leva, lui tendant la main. Alors voyons si cet endroit vous mérite. Elle se leva et la serra, ferme, stable. Alors qu'il quittait la pièce, Rebecca resta derrière une seconde de plus, son reflet capturé dans la paroi de verre en face d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit une femme debout, pas seulement en train de survivre. Le lundi matin, les chuchotements avaient déjà commencé au niveau de la haute direction de Méridian. Clara marchait d'un pas vif devant l'aile stratégique, un dossier RH scellé à la main. À l'intérieur se trouvait la lettre d'offre signée nommant Rebecca Harrison consultante junior. L'annonce devait être diffusée en interne à midi, mais avant même cela, les réactions étaient partagées. Lors d'une réunion exécutive à huis clos, Vivian Fletcher, membre du conseil d'administration dont l'ancienneté dépassait celle de la plupart des chefs de service réunis, croisa les jambes et plissa les yeux vers Alexander de l'autre côté de la table. Cette embauche, commença-t-elle, semble dictée par l'émotion, pas alignée stratégiquement. Récompensons-nous maintenant les parcours professionnels erratiques? Anthony, assis à côté d'elle, jeta un coup d'œil vers Alexander, ne sachant pas s'il devait parler. Mais le PDG ne broncha pas, sa performance lors du panel était plus pointue que celle de la moitié de nos candidats. Ces chiffres sont solides. Son temps d'absence n'a pas été oisif, il a été consacré à développer une résilience dont nous pourrions avoir besoin ici. Vivian ricana doucement. Ce n'est pas un centre de réadaptation. Nous ne pouvons pas nous permettre d'embaucher tous les cas sociaux. Le regard d'Alexander croisa le sien. Ce n'est pas un cas social, c'est un atout. Et elle commence la semaine prochaine. Vivian ne répondit pas. À la place, elle griffonna quelque chose dans son carnet, les lèvres pincées. Après la dispersion de la réunion, Clara rattrapa Anthony dans le couloir. « Vous croyez en elle, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Anthony haussa les épaules, ajustant sa cravate. « Oui, mais vous savez comment ça marche ici.
Un seul faux pas et les chiens sont lâchés. En bas, Rebecca était assise dans le salon d'attente, remplissant les documents d'intégration. Elle n'était pas au courant des discussions qui se tramaient au-dessus de sa tête, mais son instinct n'était pas naïf. Elle remarqua comment l'agent des RH hésita avant d'expliquer son échelon de rémunération. Le titre, consultante junior, semblait être à la fois un pied dans la porte et un boulet à la cheville. Pourtant, Rebecca sourit poliment et signa chaque formulaire. Elle n'entrait pas dans cette entreprise avec des rêves de gloire instantanée. Elle était là pour construire quelque chose de réel, à partir de zéro, s'il le fallait. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. C'était le 3e jour de Rebecca à Méridian, et ses pieds lui faisaient mal à force de naviguer dans le vaste siège de l'entreprise. Elle passait le plus clair de son temps à suivre un responsable logistique de niveau intermédiaire qui remarquait à peine sa présence. Mais le véritable point d'ancrage de sa journée se tenait juste derrière la vitre du bureau, Emma, assise près de la grande fenêtre près de la réception, dessinant dans son carnet avec une pomme à moitié mangée à côté d'elle. Clara la remarqua la première, en passant pour se rendre au service informatique. « Vous avez une fille très patiente », dit-elle chaleureusement à Rebecca dans la salle de pause. Rebecca sourit, épuisée mais reconnaissante. Elle a insisté pour venir. Elle dit qu'elle ne veut pas que je sois seule pour ma première semaine. Clara hocha la tête avec une douce lueur dans les yeux. Eh bien, elle gagne des cœurs en bas. Janice lui a déjà acheté des biscuits, et j'ai surpris un des directeurs lui apporter du jus. Rebecca porta la main à sa bouche en riant. Elle va prendre le contrôle de cette entreprise avant même que j'aie fini ma période d'essai. Plus tard dans l'après-midi, Alexander sortit de l'ascenseur et s'arrêta en apercevant Emma à la fenêtre. Elle était occupée à dessiner un camion avec des cartons de déménagement et à l'étiqueter « plan de livraison de maman ». Il s'assit sur le banc à proximité, observant en silence. « Que dessines-tu » demanda-t-il. Emma leva les yeux. « C'est un plan dont j'ai parlé à maman. Si vous utilisez les camions plus intelligemment, ils ne gaspillent pas d'essence en rentrant à vide. » Alexander haussa un sourcil, amusé. « Et tu as compris ça ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants, grâce à ses papiers. « Je les ai lus pendant qu'elle dormait à l'hôpital. » Alexander se pencha en avant. « Tu vas être dangereuse quand tu seras grande. » Emma sourit. « Je le suis déjà. » À l'étage, Rebecca regarda depuis le 2e étage et les vit parler. Pendant un moment, un calme étrange s'installa dans sa poitrine. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais elle vit les épaules de sa fille se détendre et la rigidité habituelle d'Alexander s'adoucir. À cet instant, l'espoir ne ressemblait plus à un rêve. Il avait l'air de se produire déjà, tranquillement, sans annonce. À la fin de sa 2e semaine, Rebecca avait discrètement soumis 2 notes de restructuration au chef de l'équipe logistique, des propositions visant à réduire la redondance des entrepôts et à synchroniser les cycles d'expédition entre les départements. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, mais à sa grande surprise, l'une d'elles fit sensation. Le responsable régional des opérations l'a signalé et l'a fait remonter dans la chaîne hiérarchique. « C'est qui ?» Harrison, marmonna quelqu'un lors d'une réunion. Alexander, examinant les chiffres tard dans la nuit, ouvrit la note et traça sa logique ligne par ligne. C'était efficace, concis, plus important encore, réalisable sans augmentation des coûts. Le lendemain matin, il se rendit directement au département de Gordon. « Je veux que ce projet pilote soit testé dans la région nord-est, à partir du mois prochain, » dit-il en lui tendant la proposition. Gordon fronça les sourcils. « Ça vient de la consultante junior, n'est-ce pas ?» Alexander ne répondit pas, « Lancez-le et mesurez les résultats dans 2 semaines. » Pendant ce temps, Rebecca reçut un appel inattendu d'Anthony. « Ta proposition va être testée, » dit-il. C'est rapide pour quelqu'un dont le conseil ne voulait même pas dans la pièce. Rebecca cligna des yeux, incrédule. « C'est bien ?» demanda-t-elle, ne sachant pas si c'était du sarcasme. « C'est incroyable » clarifia-t-il. « Continue. Il t'observe maintenant. » Rebecca raccrocha et resta figée dans la cage d'escalier. Elle repensa à toutes les fois où elle avait douté d'elle-même. Chaque nuit où elle regardait les factures et mettait de côté son génie pour faire la vaisselle et changer les draps. Mais maintenant, quelque chose en elle commençait à changer, une vieille flamme se ravivait. Ce soir-là, lorsqu'elle récupéra Emma, la petite fille se jeta dans ses bras et lui demanda « Ils ont aimé tes idées aujourd'hui ?» Rebecca sourit pleinement pour la première fois depuis des jours. « Ils n'ont pas seulement aimé » murmura-t-elle. «
Il les utilise. Emma poussa un cri de joie et fit une petite danse sur le trottoir, et Rebecca la regarda, le rire lui montant à la gorge. Elle ne faisait plus que survivre à Méridian. Elle commençait à le façonner. Le bureau de Gordon était faiblement éclairé, encombré de rapports imprimés et de plaques encadrées d'une époque révolue des opérations de Méridian. Il était assis derrière son bureau, feuilletant une version imprimée de la note logistique de Rebecca. Sa mâchoire était serrée. On frappa à la porte. « Entrez » lança-t-il sans lever les yeux. Alexander entra, tenant une tasse de café fumante. « Je me suis dit que nous devrions parler avant que le conseil ne le fasse, dit-il sèchement. Gordon ne répondit pas tout de suite. « Nous jouons à un jeu dangereux, dit-il enfin, en faisant venir des gens de l'extérieur, en laissant des histoires personnelles influencer les décisions d'affaires. » Alexander s'adossa à la bibliothèque, imperturbable. Elle a soumis une stratégie claire et rentable qui gagne déjà du terrain. Je me fiche qu'elle soit arrivée avec une fanfare, tant que les résultats suivent. Gordon ferma le dossier. Tu es en train de changer la culture ici, Alex, et tout le monde n'est pas prêt à applaudir. L'expression d'Alexander changea. La culture doit évoluer, Gordon, ou elle meurt sous le poids de sa propre arrogance. Le vieil homme croisa les bras. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de structure. Les familles apportent le chaos. La flexibilité invite aux excuses. Aujourd'hui, c'est une mère qui demande un congé pour l'hôpital. Demain, ce sera un père qui exigera des demi-journées pour entraîner au football. Alexander l'étudia. Donc vous préférez exclure tous ceux qui n'entrent pas dans un moule rigide. Gordon ne répondit pas. Il se leva simplement. J'ai vu des entreprises naître et mourir. Les sentiments ne nous maintiennent pas à flot. Alexander se dirigea vers la porte. La peur non plus. Et juste pour que ce soit clair, ce n'est pas temporaire. C'est une direction. Alors que la porte se fermait derrière lui, Gordon resta immobile, fixant le dossier. Il savait ce qui allait arriver. Un changement de valeur. Un relâchement de l'emprise de la vieille garde. Et bien qu'il ne l'admettrait pas à voix haute, cela le terrifiait plus que l'échec. Les talons de Vivian résonnaient dans le couloir de la direction alors qu'elle se dirigeait vers les RH, les lèvres pincées avec détermination. Dans sa main se trouvait un dossier en manille. À l'intérieur, une chronologie détaillée des précédentes interruptions de carrière de Rebecca. Des captures d'écran d'un message daté d'un forum en ligne spéculant sur son départ soudain de Vanguard et une remarque sarcastique qu'elle avait faite en ligne sur la toxicité en entreprise. Elle frappa une fois et entra dans le bureau de Marlène, la responsable des ressources humaines. « J'ai des inquiétudes concernant l'une de vos nouvelles recrues, dit-elle. Marlène leva les yeux, surprise. Rebecca Harrison ? Vivian hocha la tête. Il y a des incohérences, un risque pour la culture d'entreprise et, franchement, un risque ambulant. Marlène ouvrit le dossier et parcourut son contenu, son front se plissant légèrement. Où avez-vous obtenu cela ? Vivian sourit froidement. Disons simplement que je sais encore comment naviguer dans la politique du conseil. Elle gagne peut-être les faveurs de quelques personnes en haut lieu, mais je n'ai pas l'intention de laisser nos normes se plier sans me battre. Pendant ce temps, Rebecca était dans le couloir, se dirigeant vers la réunion de suivi logistique, inconsciente de la tempête qui se préparait dans les coulisses. La tension fit surface plus tard dans l'après-midi lorsqu'elle reçut un email sec du bureau de Marlène. Veuillez planifier un point sur votre parcours professionnel. Ses mains tremblèrent en le lisant. Cette nuit-là, à la maison, elle était assise sur le canapé, fixant son ordinateur portable, Emma endormie à côté d'elle. Elle ouvrit ses anciens emails et retrouva la lettre de démission de Vanguard, relisant les lignes qui lui avaient autrefois donné l'impression d'être une ratée. Nous acceptons votre départ avec effet immédiat. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos affaires familiales. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle murmura pour elle-même, je ne suis pas partie parce que je ne pouvais pas le supporter. Je suis partie parce que personne ne m'a aidé à porter ce fardeau. Elle ferma l'ordinateur portable et expira. S'ils veulent des réponses, je leur donnerai la vérité. Le lendemain matin, elle entra au RH vêtue d'une simple robe noire, les cheveux attachés en arrière, les yeux clairs. Elle n'avait pas l'intention de supplier ou de se défendre. Elle prévoyait de raconter son histoire, un chapitre à la fois, qu'il la croie ou non. 2 jours plus tard, Clara entra dans l'espace de travail partagé de Rebecca, lui glissant une note manuscrite sur du papier à en-tête de l'entreprise.
Pour Monsieur Reynolds, dit-elle doucement. Rebecca l'ouvrit lentement. C'était une invitation à dîner, sans pression, juste une conversation. Confuse et un peu anxieuse, elle hésita. Ce soir-là, vêtue d'une modeste robe bleu marine et d'une veste légère, elle arriva dans un restaurant tranquille sur le toit, surplombant la ville. Alexander était déjà assis à une table d'angle, une bougie vacillant entre eux. « Merci d'être venu, dit-il en se levant pour l'accueillir. Il ne s'agit pas d'affaires ce soir. Rebecca s'assit, méfiante. De quoi s'agit-il alors? Alexander lui versa un verre d'eau. De clarté. Et peut-être de reconnaissance. Elle attendit. Il se pencha en avant. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Elle était chef de service dans une grande entreprise technologique, ne prenait jamais de jour de congé, ne manquait jamais une échéance. Elle s'est effondrée sur le sol du bureau à cause d'un caillot de sang. Nous avions un fils de 4 ans. L'expression de Rebecca s'adoucit. Je suis tellement désolé. Il hocha la tête, la voix basse. C'est pourquoi j'ai reconnu l'épuisement sur votre visage, et le feu derrière vos yeux. J'ai ignoré les deux chez elle. Le silence s'installa sur la table. Rebecca posa doucement son verre. Vous ne pouvez pas réécrire ce qui s'est passé, mais vous essayez de changer ce qui va suivre. C'est ce qui compte. Alexander la regarda attentivement. Je vous ai invité ce soir parce que je crois que les gens comme vous, les gens qui ont porté des fardeaux tout en restant debout, méritent mieux que des systèmes conçus pour les briser. Rebecca sourit légèrement. Je ne suis pas ici pour la pitié ou les éloges poétiques. Je suis ici parce que je sais comment réparer des opérations défaillantes. Il lui rendit son smile. Bien, parce que Méridian a plus de pièces cassées que nous ne l'admettons. Alors que le dessert arrivait, aucun d'eux ne remarqua l'heure. Deux personnes autrefois façonnées par le silence partageaient maintenant des histoires sous un ciel étoilé. Ce n'était pas un rendez-vous, ce n'était pas de la stratégie. C'était un début qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, mais que tous deux comprenaient profondément. Alexander se tenait devant un panel de cadres supérieurs de Méridian, sa voix stable mais délibérée. Nous pilotons une nouvelle politique interne avec effet immédiat, horaire flexible, option d'accès à distance pour les parents et études de faisabilité pour une crèche d'entreprise. Nous appellerons cela l'initiative Priorité Famille. Des murmures parcoururent la pièce. Gordon se renversa sur son siège avec un froncement de sourcils désapprobateur tandis que les yeux de Vivian se plissaient. Nous ne sommes pas une garderie, marmonna-t-elle à voix basse. Alexander continua, imperturbable. Nos données montrent que la rétention a diminué, en particulier chez les professionnels de niveau intermédiaire ayant des obligations familiales. Cette initiative n'est pas de la charité, c'est de la stratégie. Anthony hocha lentement la tête depuis son coin, mais la tension dans la pièce était indéniable. Alors que la réunion se terminait, quelques-uns applaudirent avec hésitation tandis que d'autres s'éclipsaient en silence. Gordon s'approcha d'Alexander près de l'ascenseur. « Tu marches sur la corde raide », prévint-il. Comme tous les innovateurs jusqu'à ce que le monde les rattrape, répondit Alexander, s'éloignant avant que Gordon ne puisse en dire plus. En bas, Clara informa Rebecca, lui tendant un aperçu imprimé de la nouvelle politique. Rebecca cligna des yeux en lisant les mots. Horaire de travail flexible. Chef d'équipe à distance, murmura-t-elle. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Clara sourit. Ça a commencé avec toi. Ne minimise pas cela. Rebecca regarda le papier. Elle avait imaginé la survie, peut-être même une augmentation dans 1 an ou 2, mais faire partie de la refonte de toute une culture. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait osé rêver. Cet après-midi-là, Alexander tint une petite table ronde avec des employés de divers départements, dont Rebecca. Ce n'est pas permanent, leur dit-il, à moins que nous ne prouvions que cela fonctionne. J'ai besoin que vous remettiez le système en question, mais aussi que vous vous y engagiez. Rebecca leva la main. Alors construisons les indicateurs qui comptent. Si vous donnez aux gens le bon environnement, vous n'aurez pas besoin de les gérer. Ils s'élèveront d'eux-mêmes. Alexander fit un léger hochement de tête. Alors nous nous élèverons ensemble. En quittant la réunion, Rebecca le sentit. Pas seulement de l'espoir cette fois, mais un pouvoir d'agir. Elle ne regardait pas le changement. Elle en faisait partie. Les couloirs du bureau, autrefois rigides de silence et de hiérarchie, commencèrent à vibrer de quelque chose de différent. Cela commença subtilement.
Une mère de la comptabilité demanda si elle pouvait décaler ses horaires pour récupérer ses enfants à l'école. Un coordinateur de projet partagea son idée d'un parcours de leadership à temps partiel. L'un des ingénieurs masculins demanda un congé de paternité qu'il craignait auparavant de prendre, de peur d'être catalogué comme non engagé. Et dans chaque histoire, le nom de Rebecca apparaissait comme un filigrane silencieux. Si Rebecca peut le faire, peut-être que nous le pouvons aussi. À la fin de la semaine, Clara avait rassemblé près de 2 douzaines de notes internes proposant des changements similaires. Alexander les examina avec incrédulité. Ils attendaient la permission, dit doucement Clara. Il s'avère qu'une petite fissure dans le plafond laisse entrer beaucoup de lumière, hocha-t-il la tête. Et nous devons la première fracture à une enfant de 7 ans dans les chaussures de sa mère. Rebecca, pendant ce temps, ressentit le changement de l'intérieur. Des employés à qui elle n'avait jamais parlé commencèrent à la saluer dans les couloirs. Une femme de la finance, les yeux embués de larmes, l'approcha dans les toilettes. « Ma fille est autiste. J'ai manqué toutes ces séances de thérapie ce trimestre jusqu'à présent. Merci. » Rebecca resta immobile, abasourdie par la profondeur de ce qui avait commencé. Elle n'avait jamais eu l'intention d'être un symbole, seulement une travailleuse avec une chance équitable. Mais maintenant, quelque chose de plus grand grandissait, enraciné dans l'empathie et la preuve, pas dans la pitié. Emma le remarqua aussi. Lorsque Rebecca la récupéra dans le hall d'attente, sa fille lui tendit un dessin de personnes se tenant sur un pont. « C'est toi, dit fièrement Emma. Et tout le monde te suit de l'autre côté. » Cette nuit-là, Rebecca regarda le dessin sur le réfrigérateur. Ce n'était plus seulement une politique. C'était un héritage en mouvement, silencieux, fort, et construit brique par le courage, pas par la commodité. 3 semaines après le début du projet pilote, Alexander reçut un email anonyme. L'objet indiquait « Chute des performances ci-jointes ». À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul montrant des statistiques manipulées, des baisses de productivité, des pics d'absentéisme, tous liés aux employés participant à l'initiative « Priorité Famille ». L'email affirmait que la politique empoisonnait l'efficacité de l'entreprise et demandait un examen d'urgence. Clara, lisant par-dessus son épaule, fronça les sourcils. Ces données ont été falsifiées. Les colonnes ne correspondent même pas aux horodatages officiels. La mâchoire d'Alexander se contracta. Quelqu'un essaie de tuer le programme. Quelques instants plus tard, un deuxième email arriva dans sa boîte de réception, celui-ci provenant d'une adresse personnelle qu'il reconnut. Gerald Harrington, l'ancien PDG de l'entreprise. Le contrôle t'échappe, Alex. Ne perds pas l'entreprise en essayant d'impressionner le personnel. C'était un avertissement déguisé en inquiétude. Mais Alexander lut entre les lignes, c'était une menace de l'ancien régime. Il convoqua Anthony, Clara et l'équipe d'audit interne. Je veux une enquête complète, discrète, efficace et concluante. Commencez par qui a accédé aux fiches de données RH jeudi dernier. Pendant ce temps, Rebecca remarqua que la tension se propageait à nouveau. Sa boîte de réception était devenue silencieuse. Les projets étaient au point mort sans explication. Un collègue qui avait été amical la veille évitait à peine son regard. À midi, elle s'assit seule jusqu'à ce que Clara la rejoigne discrètement. Ne te laisse pas tromper par le silence. Il y a du mouvement sous la surface. Rebecca leva les yeux. Quel genre de mouvement ? Clara expira. Le genre de mouvement qui se produit lorsque le pouvoir se sent acculé. Ce soir-là, Rebecca resta tard à son bureau, examinant chaque contribution qu'elle avait soumise, vérifiant à nouveau ses chiffres. Elle n'avait pas peur du sabotage. Elle avait l'habitude d'être sous-estimée. Mais cette fois, elle avait quelque chose de différent, de la visibilité. Ils ne pouvaient pas effacer son impact sans laisser de traces. Et s'ils essayaient, elle serait prête. La revue stratégique du 4e trimestre se tenait dans la salle de conférence principale, et la proposition de Rebecca, une mise à niveau de l'intégration de la répartition régionale, était le dernier point à l'ordre du jour. Elle se tint debout avec assurance pendant sa présentation, guidant la salle à travers les données, les économies prévues et les prévisions d'impact. Mais lorsqu'elle conclut, le silence fut glacial. Vivian se pencha en avant, croisant les bras. « Je ne vois pas l'exécution pratique ici, dit-elle sèchement. Gordon, qui n'avait pas parlé de toute la réunion, ajouta « Votre calendrier est trop optimiste, et franchement, cela ressemble à quelqu'un qui essaie trop d'impressionner. »
Rebecca sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'Alexander restait neutre, ne lui donnant aucun soutien visible. Elle hocha lentement la tête, rassembla ses notes et s'assit. La réunion se poursuivit sans un autre mot sur son travail. Ses mains tremblaient sous la table. L'exclusion silencieuse n'était pas ouverte, mais elle était efficace. Elle avait été mise sur la touche sans que personne ne le dise directement. Ce soir-là, Rebecca était assise sur le bord de son lit, son ordinateur portable toujours dans son sac. Emma entra dans ses pyjamas, serrant un lion en peluche. « Tu es rentré tard », murmura-t-elle. Rebecca força un sourire. Longue réunion. Ils n'ont pas aimé mon idée. Emma fronça les sourcils et grimpa à côté d'elle. Mais tu dis toujours que les idées sont comme des graines. Certaines mettent plus de temps à pousser, non? Rebecca baissa les yeux vers sa fille, essayant de cacher les larmes qui se formaient. Je crois que je l'ai planté au mauvais endroit cette fois, mon bébé. Emma posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Non. Tu es juste en train de l'arroser là où personne ne regarde encore. Les mots atterrirent comme une bombe. Rebecca attrapa la main de sa fille et la serra doucement. Elle ne savait pas ce qu'il adviendrait de ses efforts à Méridian maintenant, mais une chose était claire, elle n'était pas venue si loin juste pour se recroqueviller face à l'opposition. Elle ne gagnerait peut-être pas toutes les batailles, mais elle ne laisserait plus la peur la réduire au silence. Le lendemain matin, Rebecca arriva tôt, espérant rattraper tranquillement ses révisions. Au lieu de cela, elle trouva Clara déjà à son bureau, une tasse de thé à la main et une enveloppe posée à côté d'elle. « Vous êtes matinale » dit Rebecca avec un petit rire. Clara leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Je n'ai pas pu dormir » répondit-elle. Elle fit signe à Rebecca de s'asseoir. « Savez-vous pourquoi je suis restée assistante aussi longtemps ?» Rebecca cligna des yeux, surprise. « Je supposais que vous aimiez le poste. » Clara secoua la tête. « J'étais en lice pour diriger les opérations stratégiques il y a 5 ans. Puis je suis tombée enceinte. Quand je suis revenue de congé maternité, ils avaient réattribué mes projets et mon titre avait été discrètement retiré de la liste des candidats au leadership. On m'a dit que c'était temporaire. Ça n'a jamais été inversé. » Rebecca s'assit, abasourdie. « Je n'en avais aucune idée. » Clara sourit amèrement. « La plupart des gens l'ignorent. Et je ne me suis pas battue parce que j'avais besoin du salaire. Je ne pouvais pas risquer de tout perdre. » Elle fit glisser l'enveloppe vers l'avant. C'est un registre des promotions et des démissions des 10 dernières années. Remarquez la tendance. Rebecca l'ouvrit lentement, parcourant les chiffres. Des dizaines de noms surlignés en jaune, principalement des femmes. La plupart des départs suivaient un congé maternité ou des horaires réduits. Ils n'ont jamais rien dit ouvertement, mais le système n'a jamais été conçu pour nous garder, dit doucement Clara. Et vous, vous êtes arrivé et avez refusé de vous écraser. Vous m'avez rappelé la femme que j'étais. Rebecca se renversa sur sa chaise, submergée. Pourquoi me montrez-vous cela maintenant? Clara croisa les mains. Parce que je pense qu'il est temps d'arrêter de chuchoter sur ce qui ne va pas et de commencer à le documenter. Correctement. Auditable, indéniable et à voix haute. Rebecca baissa à nouveau les yeux sur les papiers, son esprit tournant déjà à plein régime. Nous aurons besoin de preuves. Le libellé des politiques. Les entretiens de départ. Les fiches de paie. Clara hocha la tête. Alors mettons-nous au travail. Et pour la première fois, Rebecca réalisa qu'elle ne se battait plus seule. Il ne s'agissait plus de survivre à un emploi. Il s'agissait de réparer la machine qui avait essayé de les briser toutes les deux. Pendant les 2 semaines suivantes, Rebecca et Clara travaillèrent discrètement, rassemblant des documents internes, recoupant les schémas d'embauche et interrogeant discrètement d'anciennes employées. Ce qui avait commencé comme une enquête silencieuse se transforma bientôt en une tapisserie d'histoires, d'exclusions subtiles, de promotions perdues, de plafonds de verre jamais expliqués. Un dossier en particulier frappa Rebecca. Une évaluation de performance élogieuse suivie d'un transfert départemental soudain après le retour de congé parental de l'employé. Clara l'ajouta à leur rapport. C'était Michel. Une brillante analyste système. Elle a démissionné 3 semaines après ça. Alors que le dossier s'épaississait, Rebecca rédigea une présentation détaillée intitulée « Schéma d'exclusion, un examen des lacunes institutionnelles en matière de rétention et de promotion chez Meridian Enterprises ». Chaque ligne était étayée par des données,
chaque affirmation soutenue par des preuves. Ce n'est pas de l'émotion, dit-elle à voix haute un soir. Ce sont des faits, hocha la tête Clara. Et quand les faits parlent, même les salles de conseil doivent écouter. Lorsque le rapport fut prêt, Rebecca l'envoya à Alexander avec une simple note, « Vous avez demandé un impact mesurable. Le voici. » Alexander le lut tard dans la nuit, le front plissé. Ce n'était pas seulement une analyse des échecs. C'était une feuille de route pour la réforme. Il fit les 100 pas dans son bureau, le cœur battant. Les faits étaient accablants, et ils touchaient tous les niveaux de direction, y compris les vestiges de décisions prises sous le règne de Gerald Harrington. Tôt le lendemain matin, il convoqua Rebecca et Clara dans son bureau. « Vous avez ouvert une porte que nous ne pouvons plus fermer, dit-il. Et si nous présentons cela, ça va ébranler les fondations. » Rebecca rencontra son regard. Les fondations ne se fissurent que lorsque ce qui se trouve en dessous est pourri. Il resta silencieux un moment avant de hocher la tête. Alors nous ne reculons pas. Nous y faisons face, entièrement. Alors que Rebecca quittait son bureau, elle ne se sentait plus comme une consultante junior. Elle se sentait comme quelqu'un avec une voix soutenue par la vérité et trop forte pour être ignorée. La salle du conseil était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge montée au-dessus du tableau blanc. Alexander se tenait à la tête de la table, un épais classeur à la main intitulé « Audit de rétention, examen sur 10 ans ». La salle était pleine, Vivian, Gordon, Anthony, Clara, et la présence de retour de Gerald Harrington, l'ancien PDG qui avait autrefois défini la culture de Meridian. Le sourire narquois de Gerald n'avait pas vieilli. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés en arrière, et ses yeux brillaient d'un jugement à peine voilé. « Je suppose que cette réunion dramatique a un but, commença-t-il. Alexander posa le classeur sur la table, l'ouvrant au premier résumé. Elle en a un. Ceci contient une décennie de preuves sur la façon dont les biais structurels à Meridian ont affecté de manière disproportionnée les parents qui travaillent, en particulier les mères, et les schémas ont commencé sous votre administration. Gerald gloussa. J'ai dirigé cette entreprise pendant son ère la plus rentable. Vous voulez parler de feuilles de calcul? Allez-y, Alexander ne broncha pas, les profits ne devraient pas se faire au détriment de la dignité des gens. Nous avons masqué l'exclusion en efficacité. Vous avez créé un système qui filtrait quiconque ne pouvait pas fonctionner comme une machine. Clara se pencha, ajoutant, nous avons interrogé d'anciens employés. La trace des politiques est intacte, tout comme les données sur l'écart entre les sexes. Vivian haussa un sourcil. Suggérez-vous que nous reconstruisions toute la culture d'entreprise parce que quelques personnes se sont senties exclues? Rebecca, assise au fond, parla clairement. Pas quelques-unes. Des dizaines. Et si nous ne réglons pas cela maintenant, ce ne sera pas l'émotion qui nous brûlera, ce sera une action collective en justice. Le sourire narquois de Gerald s'effaça. Vous bluffez. Alexander poussa un document signé vers l'avant. Le service juridique a examiné le rapport. Si nous ne restructurons pas en interne, nous serons exposés publiquement. Pour la première fois, le silence n'était pas seulement inconfortable, c'était un changement dans la gravité de la pièce. Les fantômes de l'ancienne direction n'étaient plus intouchables. L'heure des comptes avait commencé. Une semaine plus tard, une audience officielle fut programmée, cette fois avec la présence d'un conseiller juridique externe. Les diapositives du PowerPoint défilaient sur le grand écran, chacune présentant un graphique, une chronologie de démission ou une clause de politique utilisée pour mettre systématiquement sur la touche les employés ayant des responsabilités familiales. L'air était chargé de tension. Alexander parla avec une autorité tranquille. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit d'assumer notre histoire pour que nous puissions construire un avenir qui fonctionne. Rebecca s'avança ensuite. Je ne suis pas ici parce que je veux de la pitié. Je suis ici parce que vous m'avez offert un siège, et je vous montre pourquoi d'autres n'ont jamais eu le même. Elle désigna les données. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des schémas, et les schémas ne mentent pas. Vivian s'agita mal à l'aise sur sa chaise tandis que Gordon baissait les yeux sur ses notes, transpirant visiblement. Gerald restait assis, rigide, silencieux maintenant, non pas par politesse mais par conscience d'être acculé. L'un des plus jeunes membres du conseil leva la main. Si nous mettons en œuvre priorité famille de manière permanente, quel est le retour sur investissement mesurable? Clara répondit, depuis le début du projet pilote, la productivité des chefs d'équipe a augmenté de 14%,
l'absentéisme a chuté de 11% et les démissions ont considérablement ralenti. Anthony ajouta, nous avons également constaté un pic dans les recommandations de talent. Les gens veulent travailler là où ils se sentent vus. La salle redevint silencieuse alors que la diapositive finale apparaissait, le prochain chapitre de Méridian, la culture par la responsabilité. Alexander regarda autour de lui. Soit nous adoptons le changement et l'assumons, soit nous restons enterrés sous une réputation que nous ne contrôlons plus. Il ne demanda pas d'applaudissements. Il demanda des regards. Et pour une fois, ils ne détournèrent pas les yeux. Le vote commença à huis clos. Pas de discours. Pas de débat. Juste le crissement silencieux des stylos sur le papier et le lent remue-ménage des mains dans l'urne. Rebecca attendait à l'extérieur de la salle de conseil aux parois de verre. Clara à côté d'elle, les bras fermement croisés sur sa poitrine. « Tu penses qu'ils vont le faire ?» demanda Rebecca. Clara esquissa un demi-sourire. La vieille garde est forte. Mais les faits sont plus bruyants que la peur, et tu viens de crier assez fort. 20 minutes passèrent. La porte s'ouvrit. Un par un, les membres du conseil sortirent, certains évitant le contact visuel, d'autres offrant des hochements de tête polis. Vivian fut la dernière à partir, passant sans un regard. Clara se pencha. Elle s'est abstenue. Je l'ai vu dans ses yeux. Quelques instants plus tard, Alexander sortit, tenant une feuille de résultats pliée. C'est adopté, dit-il, la voix stable. À 2 voix près. Rebecca sentit ses genoux vaciller légèrement. Elle s'appuya contre le mur, puis couvrit sa bouche alors que les émotions montaient. Clara lui prit doucement la main. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Mais Rebecca secoua la tête. « Nous l'avons fait. » De l'autre côté du couloir, Anthony s'approcha avec un sourire sincère. « Vous venez de changer à jamais le fonctionnement de Méridian. » Elle ne pouvait pas parler, seulement hocher la tête. Mais alors que le couloir se vidait, ses larmes coulèrent librement, non pas seulement à cause de la victoire, mais parce que pour une fois dans sa vie, la vérité n'avait pas seulement été dite. Elle avait été entendue, et crue. À l'intérieur de la salle du conseil, le siège de Gordon était vide. Il était parti quelques instants avant que le vote ne soit compté, son silence plus éloquent que sa dissidence. Le siège de Gérald, lui aussi, resta froid, son influence enfin brisée. Rebecca resta immobile, les yeux humides mais le regard ferme. Pour la première fois depuis son entrée à Méridian, elle sentit que le sol sous ses pieds ne se dérobait pas. Il lui appartenait enfin. Le lundi après le vote était différent, plus calme, mais chargé. Le silence n'était plus oppressant. C'était le genre de silence qui précède la reconstruction. Alexander entra tôt dans la suite exécutive, sans cravate et avec un air de résolution tranquille. Il commença la matinée en appelant les RH. Commencer la procédure de départ de Gordon. Il a démissionné sans préavis formel, mais je veux que ce soit géré avec respect. Pas de diffamation, juste une clôture. Clara entra dans son bureau avec une liste de candidats au remplacement intérimaire, mais Alexander la rejeta d'un geste de la main. Nous avons besoin de quelqu'un qui reflète où nous allons, pas d'où nous venons. Il se tourna vers elle, l'étudiant attentivement. Je veux que vous dirigiez la culture des talents jusqu'à nouvel ordre. Clara cligna des yeux. Moi. Il hocha la tête. Vous le faites déjà. Maintenant, je vous donne juste le titre. En bas, Rebecca reçut une notification par email intitulée « Offre de promotion, directrice de projet, stratégie logistique ». Elle la lut 3 fois avant de retenir son souffle. Ce n'était pas seulement un nouveau rôle, c'était une reconnaissance de tout ce qu'elle avait enduré et remodelé. Elle se dirigea directement vers le bureau d'Alexander et frappa. « Vous êtes sûr de cela ?» demanda-t-elle en entrant. Il se leva et offrit un petit sourire. « Vous l'avez mérité, Rebecca, et Méridian a besoin de leaders qui comprennent les gens, pas seulement les chiffres. » Elle hésita. « Cela ne va-t-il pas causer plus de remous ?» Alexander haussa les épaules. Le progrès en cause toujours. Cet après-midi-là, il organisa une courte réunion générale où les annonces furent faites. Clara reçut une standing ovation. Quand il présenta Rebecca, les applaudissements furent assourdissants. Quelques vieux visages restèrent assis, mais cela n'avait pas d'importance. Le changement n'attendait plus la permission. Il avait pris la parole et planté son drapeau. Plus tard cette semaine-là, Rebecca arriva au travail pour trouver une surprise l'attendant devant son nouveau bureau.
La porte vitrée, nouvellement installée, portait une plaque d'argent gravée en lettres propres et élégantes. Ce bureau existe grâce à Emma Harrison. Son souffle se coupa. Pendant un moment, elle crut rêver. Elle ouvrit lentement la porte et entra, où Clara se tenait souriante à côté d'une petite table d'exposition. Dessus reposait le dessin original au crayon d'Emma, le nouveau travail de maman, encadré sous un projecteur doux. Les larmes montèrent aux yeux de Rebecca. « Qui a fait ça » murmura-t-elle. Clara sourit. L'idée d'Alexander. Il a dit que nous avions besoin d'un rappel quotidien de ce à quoi ressemble le vrai courage. Ce soir-là, Rebecca amena Emma voir la plaque elle-même. Emma eut le souffle coupé en la lisant. « C'est mon nom » rayonna-t-elle. « Tu es célèbre maintenant, maman » Rebecca s'agenouilla à côté d'elle. « Non, ma chérie. Tu es la raison pour laquelle j'ai continué. Tu es entrée dans un bâtiment plein d'adultes et tu ne les as jamais laissés t'effrayer. » Emma regarda la plaque, puis sa mère. « Est-ce que ça veut dire que je pourrais avoir mon propre bureau un jour ?» Rebecca rit à travers ses larmes. « Si tu en veux un, je n'ai aucun doute que tu le mériteras. » Alexander, qui se tenait tranquillement à quelques pas de là, s'approcha et s'accroupit au niveau d'Emma. « Tu n'as pas seulement changé la vie de ta mère, Emma. Tu as changé une entreprise entière. Ne l'oublie jamais. » Emma fit un sourire timide et murmura, « Je vous en prie. » Alors qu'ils sortaient ensemble, main dans la main, l'écho de cet héritage persistait, non pas dans des feuilles de calcul ou des rapports, mais dans la bravoure tranquille d'une enfant désormais gravée dans le verre. Le cimetière était calme, à l'exception du bruissement des arbres et d'un lointain cri d'oiseau. Alexander se tenait devant une modeste pierre tombale en marbre, les mains dans les poches, le regard fixe. Il n'était pas venu depuis près d'un an. La culpabilité avait été autrefois trop bruyante. Mais maintenant, avec tout ce qui se passait à Méridian, quelque chose en lui avait changé. « Salut » murmura-t-il. « Je sais que ça a pris du temps, mais je crois que je fais enfin les choses comme tu l'aurais voulu. » Il s'accroupit, déposant des lys frais à la base. « Tu as toujours dit que le lieu de travail avait besoin de plus de cœur. Je n'ai jamais su comment écouter jusqu'à présent. » Sa voix se brisa juste un peu. « Elle s'appelle Rebecca, et sa fille, Emma. Elle me rappelle notre garçon. Courageuse, sans filtre, bruyante quand c'est important. » Il entendit de petits pas derrière lui. Se retournant, il vit Rebecca et Emma marcher lentement vers lui. Rebecca tenait un panier de fleurs. « J'espère que nous ne dérangeons pas, dit-elle doucement. Alexander secoua la tête. « Non. Je suis content que vous soyez là. » Emma s'agenouilla à côté de la tombe, sortant une seule marguerite du panier et la glissant dans le bouquet. « Pour votre femme, dit-elle tranquillement. Elle a l'air gentille. » Les yeux d'Alexander s'embuaient. Elle l'était. Il regarda Rebecca. « Je pensais que diriger signifiait ne jamais laisser personne voir sa faiblesse. Maintenant je comprends que c'est diriger avec les parties que l'on pensait devoir cacher. » Rebecca hocha la tête. « Et la guérison ne se fait pas seule. Elle se produit dans des endroits comme celui-ci, avec des gens qui ont mérité le droit de se tenir à vos côtés. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière de l'après-midi, entourés de souvenirs et de nouveaux départs florissants, Alexander sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Le chagrin n'avait pas disparu, mais il marchait maintenant aux côtés d'un but. Et ce but avait enfin un nom. La conférence sur le leadership de l'industrie bourdonnait de cadres, d'analystes et de journalistes. Des costumes impeccables et des badges élégants inondaient l'immense salle de bal de l'hôtel. Parmi les orateurs prévus pour la keynote de l'après-midi figurait un nom que beaucoup n'avaient jamais entendu dans ce milieu, Rebecca Harrison, directrice de projet, Meridian Enterprises. Anthony ajusta son micro en coulisses tandis que Clara lui tendait les dernières fiches. « Ne les lis pas » murmura Clara avec un sourire narquois. « Parle juste comme tu l'as toujours fait. Comme si c'était important. » Rebecca hocha la tête, nerveuse mais ancrée. Lorsqu'elle monta sur scène, la salle s'assombrit et un unique projecteur éclaira ses épaules. Elle regarda la mère de visage, autrefois intimidant, maintenant simplement en attente, et commença. « Il y a 3 mois, j'étais consultante junior. Il y a 10 mois, j'étais au chômage. Et il y a 1 an, j'étais assise à l'hôpital, incertaine si j'allais même pouvoir payer mon loyer. Mais quelqu'un m'a dit un jour, le courage se manifeste même quand personne ne le demande. » La salle écoutait, retenant son souffle.
Rebecca leur parla de l'initiative « Priorité Famille ». Des données. De la résistance. Des nuits tardives. Mais elle leur parla aussi d'Emma. Ma fille est entrée dans le hall d'une entreprise avec des chaussures trop grandes et a demandé une chance en mon nom. Non pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle croyait que j'en méritais une. Ce n'était pas des affaires, c'était de l'amour. La foule s'adoucit. Certains baissèrent la tête. D'autres essuyèrent des larmes. Nous mesurons la productivité en graphique, mais nous oublions l'humanité qui les alimente. Nous concevons des systèmes pour des machines et nous nous demandons pourquoi les gens s'épuisent. Et si nous construisions un monde où être parent, aidant, ou juste quelqu'un avec un cœur ne faisait pas de vous un handicap? La diapositive finale apparut derrière elle. Une photo d'Emma près de la fenêtre du bureau, en train de colorier. Les applaudissements commencèrent lentement, puis éclatèrent. Les dirigeants qui avaient autrefois remis en question la direction de Méridian étaient maintenant debout, applaudissant avec conviction. Et alors que Rebecca quittait la scène, Clara se pencha. « Tu n'as pas seulement donné une conférence, Rebecca. Tu as rendu son âme à cette salle. » Quelques mois plus tard, une émission nationale était diffusée en direct depuis le siège de Méridian. L'entreprise avait annoncé un dévoilement public de son modèle de politique, Priorité Famille, adapté et concédé sous licence à d'autres sociétés. Les journalistes remplissaient l'atrium, les flashs crépitant alors qu'Alexander Reynolds se tenait derrière un podium, son ton plus ancré que jamais. Aujourd'hui marque non seulement une étape importante pour Méridian, mais aussi un mouvement que nous espérons voir se propager bien au-delà de ses murs. Ce modèle a commencé avec le courage d'une personne. Et une petite fille qui refusait que sa mère soit négligée. Il marqua une pause, se tournant légèrement. « Emma Harrison, voudriez-vous me rejoindre ici ?» Les caméras pivotèrent alors qu'Emma, maintenant âgée de 8 ans, montait timidement sur scène, tenant la main de sa mère. Rebecca portait un tailleur crème doux et se tenait droite, non plus incertaine, non plus invisible. Juste puissante et vue. Emma s'approcha du micro et murmura « Salut ». La foule gloussa doucement. Elle se tourna vers Alexander. « Je peux dire quelque chose ?» Il hocha la tête et recula. Emma regarda la foule, sa voix petite mais stable. « Je voulais juste que ma maman soit à nouveau heureuse. Je ne savais pas que cela aiderait d'autres personnes aussi. Mais je pense que, quand on aime quelqu'un, on doit faire quelque chose. » Rebecca la serra fort dans ses bras alors que la salle éclatait une fois de plus en applaudissements. Alors que l'événement se terminait, le nouveau manuel de politique fut distribué, un classeur mince et bien conçu intitulé « Le modèle Reynolds, construire la culture avec compassion ». À travers le pays, les entreprises commencèrent à le télécharger, à le citer dans les réunions, à l'utiliser comme référence. De retour à la maison ce soir-là, Rebecca aborda Emma. « Tu sais, murmura-t-elle, écartant les cheveux du visage de sa fille, tu as déclenché une révolution avec un simple acte d'amour. » Emma sourit, endormie. « Je le referai. » Et quelque part dans le calme de leur appartement, entouré d'espoir et de guérison, la vérité résonna clairement. Le changement était venu, non pas du pouvoir, mais de la forme la plus pure de croyance qu'un enfant pouvait donner. Un pas courageux, une voix honnête, et une mère qui se souvenait enfin de ce que c'était que de se tenir droite. Voici le verset biblique. Pourquoi ce verset? Cette écriture incarne parfaitement le courage d'Emma. Bien qu'âgée de seulement 7 ans, elle est devenue un vecteur de transformation, non pas par sa position ou son pouvoir, mais par la foi, l'honnêteté et l'amour. Il reflète également la force tranquille de Rebecca à se relever, et le choix éventuel d'Alexander de diriger avec humilité. Ce verset nous rappelle que l'impact n'est pas limité par l'âge ou les circonstances. Il découle de l'intégrité et du cœur. Morale de l'histoire. Explication. Cette histoire enseigne qu'aucun acte d'amour n'est trop petit, et qu'aucune voix, aussi jeune ou inouïe soit-elle, ne doit être rejetée. La résilience d'Emma l'a maintenue ouverte, et la volonté d'Alexander d'évoluer a aidé à abattre des murs qui se dressaient depuis des années. La morale ici est que nous sous-estimons souvent le pouvoir de la sincérité et de la vérité personnelle pour changer même les environnements les plus froids. Un leadership ancré dans l'empathie, des systèmes conçus avec compassion, et des gens qui refusent de s'écraser face aux doutes. Telles sont les pierres angulaires d'une transformation significative. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un pouce bleu.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup pour